Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc pour dialogue sur cette reprise de l'année 2021-2022. Donc, pour ceux qui rejoignent à peine Dialogue, le dialogue est un espace de rencontre, justement d'échange avec des professionnels qui utilisent la danse dans différents milieux, dans différents espaces, comme la thérapie ou la euh, inclusion, démocratisation des arts. Donc, c'est-à-dire, on va avoir des espaces de partage avec des personnes qui viennent de la danse adaptée, la danse intégrée, la danse thérapie, la danse mouvement thérapie ou d'autres formes de psychothérapie qui utilisent la danse et le mouvement. Donc, moi, je suis Paula Martinez Takigami, danse mouvement thérapeute, et j'ai le plaisir de avoir aujourd'hui avec moi et donc avec nous Céline qui nous rejoint de à notre endroit de la France, hors région parisienne. C'est vrai qu'on a voyagé un petit peu et on est allé dans d'autres pays, mais là, tu vas nous dire un peu où tu te trouves aujourd'hui, Céline. Et d'ailleurs, tu n'as pas mis ton nom, donc c'est Céline Mayer, Oui. euh, pour que les gens ils sachent, ils puissent te retrouver aussi par rapport à tes actualités s'ils sont dans la région. Donc, je m'arrête. Comment tu vas, Céline? Ça va très bien et déjà un grand merci à toi de m'avoir invité sur Dialogue. Je t'avouerai que je suis presque un petit peu flattée quand je vois tous les noms défiler parce que j'en ai vu pas mal quand même, j'ai regardé pas mal de dialogues. Donc merci beaucoup pour cette invitation et puis bonjour à tout le monde. Pour préciser ce petit endroit du bout de la France qui est un petit peu loin de Paris d'où je parle, j'ai migré vers l'île de Ré. Donc, La l'île de Ré. je vous parle depuis l'île de Ré, où je pratique en tant que danse thérapeute. Donc ma pratique s'étend au-delà de l'île de Ré quand même. J'ose passer le pont quand même. Je suis sympa. Je vais de temps en temps sur le continent pour aller jusqu'à La Rochelle et parfois un peu plus loin quand même aussi. Ça m'arrive. Super. Bah, je tenais justement à que tu nous précises juste l'endroit parce que souvent, on rencontre beaucoup de personnes de régions parisiennes, mais c'est important que des personnes qui nous écoutent puissent savoir qu'il y a d'autres, bien sûr, il y a des professionnels partout en France, bon, avec des formations différentes, mais tant pour te demander euh, un peu ton parcours, il y a des étudiants qui posent des questions, mais peut-être des personnes qui peuvent avoir le besoin de faire appel à toi pour être en mouvement, dans un mouvement sensible. Donc, c'était bien aussi de le préciser. Simine, alors commençons par le commencement. Comment tu arrives à la danse-thérapie? Si tu veux, voilà, nous parler un petit peu de ce cheminement. Alors, c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire, bon, je suis arrivée là parce que je danse depuis à peu près que je sais marcher. Voilà, c'est à peu près ça. Mais je pense qu'on se retrouve souvent Mhm. on se retrouve souvent là-dedans si on demandait à toutes les danses thérapeutes. Alors, il y en a quelques-uns quand même qui sont arrivés sur le tard. Si on pense par exemple à Benoît Lesage qui a rencontré la danse sur le tard, c'est vrai que ça arrive aussi, mais bon, on est nombreuses à avoir démarré avec nos petits chaussons à 3-4 ans, premier cours d'expression corporelle. Bon, voilà. Donc moi c'est un peu ça, c'est un peu de là que je viens. Beaucoup de danse quand j'étais petite, beaucoup de danse classique. Jusqu'à, bon, on va dire jusqu'à à peu près, j'ai beaucoup dansé jusqu'à, je sais pas, à peu près mes 22 ans. Mhm. Après, je me suis un peu laissée embarquer dans la vie professionnelle, beaucoup de boulot. J'étais très active à ce moment-là. Et du coup, j'ai un petit peu laissé ce plaisir de côté. Je me suis un petit peu laissée submerger, on va dire, par autre chose. Et j'ai vécu un truc pas très, très sympa. J'ai vécu le deuil de mon papa et ça a vraiment été une période vraiment pas très sympa pour moi. Enfin, en général, on vit assez rarement très bien quand même, on va pas se mentir. Voilà. Et à ce moment-là, il y a vraiment eu un déclic. Je sais pas si c'est mon corps, mon cœur, je sais pas ce qui a parlé, mais il y a un truc qui est venu comme ça me dire il faut reprendre la danse. Là, parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment bad, on va dire. Et là, il y a un truc qui est venu me dire, mais pourquoi tu danses plus? Souviens-toi comme c'était chouette. Et hop, je me suis raggrippée à ça et c'est devenu, enfin voilà, c'est vraiment, à ce moment-là, ça a vraiment été comme un peu ma bouée de sauvetage en fait. Ça a vraiment, Mhm. vraiment été pour moi une étape importante dans mon rapport à la danse et
dans ce que je suis aujourd'hui, parce que je faisais pas du tout ce boulot-là, hein. J'étais pas du tout danse thérapeute, moi, avant. J'ai fait plein de choses différentes. Et des boulots qui n'étaient pas forcément très en lien avec la personne. Et il y a eu un moment dans ma vie, voilà, pareil, une remise en question de est-ce que ça a vraiment du sens, mon boulot? Non, pas assez en fait, pas assez de sens pour moi. Donc du coup, j'ai mis la petite, j'utilise cette expression souvent, j'ai mis la petite moulinette en route, genre, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? Les petites idées dans l'entonnoir, tu sais, puis ça va un peu comme ça, puis ça se rétrécit, ça se rétrécit. Bon, assez vite, la danse est arrivée quand même dans le processus de réflexion. Et puis après, voilà, l'entonnoir, comme ça, c'est fait. Et du coup, je me suis beaucoup renseignée sur ce qu'était la danse-thérapie, la danse-mouvement-thérapie. Et l'étape d'après, évidemment, c'était trouver comment se former. Et c'est là que j'ai eu la chance de te rencontrer. J'ai eu cette chance, moi, d'être en partie formée par Paola. Donc, bon, c'était très chouette. Donc, je me suis inscrite, enfin, j'ai suivi la formation qui est dispensée par le Centre d'études de l'expression. Donc, au sein de l'hôpital Sainte-Anne, une formation sur 2 ans, très riche parce qu'en fait, c'est pas une formation qui est centrée sur la danse-thérapie, mais une formation sur l'art-thérapie en général, donc avec cette chance de rencontrer des gens de toutes les médiations. Donc ça, c'était vraiment d'une grande richesse, avec des intervenants au-delà de toi, hein, évidemment, je t'ai adoré, mais au-delà de toi, avec vraiment, franchement, des intervenants. C'est gentil. Vraiment top. Non, enfin, franchement, on a vraiment... Enfin, voilà. Moi, j'ai accueilli ça vraiment comme une grande chance. Parce que vraiment la multitude des rencontres c'était vraiment très très nourrissant. Donc 2 années chouettes, 2 années super, parce que moi je venais pas du tout de la psychologie, donc il y avait quand même un petit peu de boulot à rattraper. Toute la théorie, il y avait quand même pas mal de théorie à rattraper pour moi, mais évidemment bien sûr passionnant, avec effectivement ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est vraiment toutes ces heures d'atelier qu'on a fait ensemble et toutes les heures de stage. Et ça, c'est vraiment un truc que je précise souvent, qui est vraiment, pour moi, qui est vraiment indispensable. Je sais que parfois, il y a des gens dans ceux qui nous regardent, qui auraient peut-être cette envie de nous rejoindre dans ce métier passionnant. Ne passez pas à côté de faire des centaines d'heures de stage, parce que moi, c'est vraiment là que j'ai vraiment forgé ce qu'allait devenir ma pratique future, et ça me paraît vraiment important de le préciser. Alors, on passe pas à côté des bouquins, hein, ça c'est sûr. On se mange de la théorie en psychopatho, tout ce qu'on veut. On engrange, mais la pratique, voilà. Pouvoir rencontrer des art-thérapeutes différents, pouvoir aller piocher, parce que moi ça m'a beaucoup aidé, hein, parce que quand tu démarres, t'es un peu comme ça, au secours, d'aller piocher dans les différentes pratiques de chacun. Voilà, pour moi ça a été vraiment très très riche, donc je ne peux que recommander cette formation, autant vous dire pour ceux qui n'auraient pas compris. Tu as fait combien d'heures de stage environ? Je ne sais rien, entre 300 et 400 heures sur les 2 années, je pense. Ouais, ouais, au moins, ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que ces formations, voilà, et j'évolue aussi, et que alors c'est une formation qui a eu a été rattachée à plusieurs structures aussi. Je crois que sur une période, pendant toute la formation, il y avait autour de 900 ou 1000 heures. Après, ça a évolué aussi, autour de 700 heures. Et là, sur le dernier, oui, à peu près, c'est ça, presque 500 heures, je pense, de stage. Ouais, c'est ça, 300, 400. Exactement. Ouais. Et ça, c'est vraiment indispensable, quoi. C'est vraiment aller se confronter, voilà, vraiment vraiment se confronter à des art thérapeutes différents. Vraiment essayer, moi j'ai trouvé ça intéressant d'aller piocher, d'aller piocher dans différents univers. Alors après, moi, assez vite,
Bon, en même temps, j'avais choisi ça comme stage. Assez vite, je me suis quand même retrouvée à faire des stages beaucoup, enfin, pas très en lien avec la psychiatrie, mais plutôt en lien avec le handicap mental et physique. Mhm. C'est un sujet qui venait, moi, me toucher et me parler. Euh, c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit au début. C'est un petit peu pour ça que je me présente en tant que danse thérapeute et pas en tant que danse mouvement thérapeute, parce que je ne travaille pas je ne travaille pas en psychiatrie et je travaille alors un petit peu en accompagnement individuel, mais pas sur de lourdes pathologies. Euh, donc j'aime bien plutôt garder Mhm. cette étiquette de danse thérapeute. J'ai l'impression que je me suis un petit peu enfuie. J'ai fait des parenthèses de parenthèses de parenthèses. Je ne sais plus trop d'où je suis partie. De mon parcours, bah si, voilà, Bah c'était oui, justement, ça tisse avec ce lien. voilà. Et ouais, donc j'ai voilà, vraiment apprécié ce travail et que je continue d'ailleurs. Je travaille ici avec un foyer pour adultes handicapés mentaux. C'est vraiment un public, enfin voilà, un public avec lequel moi je suis hyper à l'aise. Donc du coup, j'ai à peine l'impression de travailler, autant vous dire. Voilà, voilà, c'est juste un vrai plaisir de pouvoir accompagner ces personnes, leur proposer vraiment, voilà, leur proposer un espace d'expression différent, les réconcilier avec leur corps. Souvent, il y a quand même un gros travail de réconciliation à faire. Voilà, c'est vraiment un public avec lequel moi j'adore travailler. Super. Tu m'as fait penser à quelque chose quand tu dis un gros travail sur le corps, le réconcilier avec leur corps. J'ai eu une invitée, j'ai eu Paulina Melendez, qui est de qui je m'inspire pour créer Dialogue, qui est une Mexicaine dans ce mouvement thérapeute et qui travaille avec handicap mental et physique. Oui, voilà, trisomie 21, oui, l'autisme. Et en fait, elle parlait dans son travail aussi comme l'importance de pouvoir avoir un espace qui soit pas, où ils puissent être, entre guillemets, le plus autonome possible parce qu'ils ont tellement d'assistance médicale dans son cas à elle. Il y a toujours un autre qui agit sur leur corps ou qui leur dit quoi faire et que son travail est justement au contraire leur laisser un espace pour que eux ils puissent faire, ils puissent découvrir et que leur corps leur appartienne, leur re-appartienne. Et il n'y a pas toujours cet autre qui est là. Donc, je trouvais ça super intéressant et assez parlant. J'avais pas fait le lien. Oui, on sait, mais j'avais pas, voilà, comme elle l'exposait. Quand tu le dis, je dis, ah, ça me fait, voilà, ça me fait faire ce lien aussi. Je fais une parenthèse Ouais, ouais. Non, mais là-dedans. après, du coup, moi, je rebondis aussi sur ce que tu dis, sur le mot autonomie, parce qu'effectivement, c'est vraiment un travail qui est super important. Et je sais que moi, le foyer avec lequel je travaille, ils accentuent vraiment beaucoup sur ce point-là. Parce que c'est des gens qui ont malheureusement eu l'habitude d'être très soutenus, parce que bah, forcément, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Mais mine de rien, mais enfin, voilà, c'est des adultes. Mhm. Et du coup, il faut quand même qu'ils comprennent qu'ils sont aussi capables de faire des choses par eux-mêmes, de Oui. décider par eux-mêmes. Alors, décider par soi-même, là, c'est juste, c'est quand même un gros travail de leur faire comprendre qu'ils peuvent décider par eux-mêmes. Ils ont tellement l'habitude qu'il y ait tout le temps, comme tu dis, quelqu'un Bah oui. derrière, que ce soit physiquement ou même dans leur... voilà, pour les orienter, pour les diriger, ils ont cette habitude depuis tout petit qu'on fasse pour eux, en fait, qu'on décide pour eux, qu'on fasse pour eux. Donc moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler justement sur cette notion d'autonomie. Mhm. Et effectivement, dans le dispositif que j'ai mis en place sur ces ateliers de danse-thérapie, il y a toujours une partie où je mets en avant un des résidents qui va être un petit peu sur un exercice, alors, par exemple l'échauffement ou un autre, enfin peu importe, qui va être un petit peu responsable de ce qui va se passer. Et ça marche super bien. Ah Et du oui. coup, une fierté d'avoir, voilà, d'être. Et voilà, c'était une chose importante de parler de l'autonomie, en tout cas sur ce public-là. Moi, j'aime beaucoup travailler là-dessus et on progresse ensemble, c'est chouette. Ouais, super. Oui, j'aime bien quand tu dis, voilà, on progresse ensemble aussi. C'est vrai que c'est toujours cet échange. C'est un métier du lien, la relation, donc, et qui demande aussi du temps
de pouvoir poser les choses tranquillement. Et je profite de dire ça, ça demande du temps parce qu'aujourd'hui, on nous demande de prendre de moins en moins de temps aussi pour accompagner les personnes qui sont un peu fragilisées. Faut faire vite. Et c'est compliqué, ce métier aussi. Donc, parenthèse, voilà. Et Céline, je voulais revenir un petit peu. Alors, voilà, tu danses depuis toujours, en fait. Tu passes par un moment de vie qui te met un peu à revoir un petit peu, pas tes priorités, mais à voir où tu en es aussi, qu'est-ce que tu veux faire d'une manière peut-être plus sentie, si je comprends bien, qui donne sens, en fait. Tu t'engages sur cette formation qui est une formation donc de 2 ans, avec un nombre conséquent aussi d'heures de stage et d'heures de travail aussi, d'études. Comme tu le dis, tu as beaucoup du bouquiné, en plus que tu venais pas du milieu de la psychologie, donc toutes les dimensions psychopatho que tu mets, voilà, l'expérience auprès d'art thérapeute. Et donc, je voulais faire le parcours pour aller du côté, ça m'intéresse un petit peu aussi ce sujet de ton mémoire, parce que c'est pas si souvent qu'on... Je vais te laisser dévoiler ton sujet de mémoire, mais voilà, parce que C'est pas si souvent qu'on va flirter du côté de l'orthophonie, c'est ça que tu voulais amener? mais qu'on s'intéresse justement à... On a beaucoup de sujets autour, bien sûr, de la psychiatrie, autour du handicap mental, physique. Mais voilà, comme tu le dis, qu'on va aller articuler avec l'orthophonie. Donc, est-ce que tu peux nous dévoiler ton sujet de mémoire et ces réflexions, cette expérience-là, en fait? Alors, mon sujet de mémoire a tourné autour de la capacité de la danse-thérapie à venir en soutien du bégaiement chez l'enfant. Alors, je dis bien en soutien, c'est important parce que la danse-thérapie ne va jamais remplacer un parcours orthophonique par rapport à ce genre de pathologie et ne peut être qu'un accompagnement parallèle. Donc, je tiens vraiment à préciser ça qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je ne suis pas une fée magicienne avec ma baguette magique. Et alors, pourquoi ça? Pourquoi ce sujet déjà? Parce qu'effectivement, comme tu le précises, c'est pas très courant qu'on fasse le lien entre l'art-thérapie et l'orthophonie. Et ben, en fait, tout bêtement, parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui est orthophoniste. Et quand je lui ai dit que j'allais faire cette formation, évidemment, on a passé des heures entières à papoter de tout et de rien. Et on en est arrivé à se dire, mais en fait, il y a peut-être des liens, il y a peut-être des ponts à faire entre ces deux types d'accompagnement. Et du coup, en creusant un petit peu, il y a vraiment un sujet qui m'a intéressée tout particulièrement, qui est le bégaiement, parce que c'est pas une pathologie qui est uniquement motrice, j'ai envie de dire. Voilà, elle n'est pas que physiologique et motrice. Il y a quand même beaucoup de psychologique derrière tout ça. Et donc, je trouvais intéressant, même si l'orthophoniste traite cette partie-là aussi, hein, je reviens là-dessus, quand il traite ce type de pathologie, évidemment, il travaille sur tous ces aspects. Mais je trouvais intéressant d'essayer de trouver une autre manière d'aller gérer un petit peu ce côté vraiment psychologique dans cette pathologie qui est quand même un aspect très prégnant. Et j'ai choisi, on va dire que la vie m'a amené à rencontrer une orthophoniste qui travaille beaucoup sur le bégaiement chez l'enfant. Donc, voilà, on s'est très bien entendu et on a toutes les deux créé un dispositif pour que je puisse travailler, travailler avec certains de ces patients et réfléchir à voilà, comment moi je pouvais leur apporter quelque chose. Donc déjà, c'était...
j'ai eu une grande chance quand même, voilà, d'avoir un prof, alors que j'étais pas encore diplômée, je précise, c'était mon mémoire de fin d'année. Donc en général, on l'entame au bout d'un an et demi de formation, donc on n'est pas encore, on n'est pas prêt encore normalement tout à fait. Donc j'ai eu cette chance quand même qu'elle accepte, entre guillemets, de me confier certains de ses patients, hein, parce que c'est ce qui s'est passé. Alors bien sûr avec l'accord des parents, hein, je vous rassure, mais j'ai eu cette chance qu'elle me confie certains de ses patients. Et donc j'ai réfléchi assez longuement, grâce à Paola aussi, qui était ma directrice de mémoire. Donc c'est pour ça que je connais le sujet. Hein. J'en repasse une petite couche. Voilà, j'ai réussi à les décortiquer. Déjà, moi, il a fallu que j'aille décortiquer ce qu'était le bégaiement, parce que faut, en connaître tous les aspects et savoir sur quels aspects moi je pouvais intervenir ou pas. Donc effectivement, tout ce qui était moteur et physiologique, c'était très bien. Je savais que l'orthophoniste allait faire son travail. Et moi, je me suis beaucoup plus appuyée sur l'aspect, donc comme je disais, l'aspect psychologique, mais plus précisément l'aspect de problème au lien, l'aspect de la peur de la communication, la peur de l'autre, la peur du lien. Voilà, vraiment essayer de travailler sur ça. Donc j'ai mis tout un dispositif en place avec ces enfants, donc sur retrouver de la confiance en soi. On est un petit peu sur ce terrain-là aussi. Retrouver de la confiance en soi, retrouver de la confiance dans le lien à l'autre. Parce que voilà, le souci du bégaiement, ça se pose aussi là, c'est que ça intervient dans le lien à l'autre. Il faut que j'arrive à parler à l'autre. Il y a plein de situations où les gens qui bégayent, genre quand ils parlent tout seuls, s'ils se parlent à eux-mêmes, comme moi ça m'arrive souvent, je parle toute seule quand je travaille, ils ont absolument aucun souci. Donc il y avait vraiment un gros travail sur ça, sur le lien à l'autre à faire. Et du coup, on est arrivé à des résultats plutôt assez sympathiques. Je les ai suivis, je n'ai plus en tête exactement, mais on les a suivis 9 mois. Paula, je ne sais pas si tu te souviens, ça a duré un petit moment quand même. Il y a quand même bien eu 9 mois de suivi avec ces enfants, et donc avec toute une évolution, évidemment. Je fais juste une petite parenthèse sur le temps dont tu as parlé tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est vraiment une notion qui est dans en tout cas dans notre métier, vraiment importante. C'est qu'il y a quand même un temps de rencontre. Et d'autant là, dans un travail sur le bégaiement, sur le lien, au début, autant vous dire que... alors les enfants, en plus les enfants c'est cash, hein, c'est pas comme les adultes, soit ils vous aiment bien, soit ils vous aiment pas, ça se fait assez rapidement, soit il y a du lien, soit il n'y en a pas, voilà. Mais il y a quand même ce temps-là qui est important, pendant lequel presque on ne va pas forcément travailler sur l'accompagnement qu'on a décidé et qui est nécessaire, mais juste ce temps-là pour, on utilise souvent le mot accorder, hein, juste pour s'accorder avec la personne avec laquelle on va travailler. Donc je referme cette parenthèse, mais c'est vrai que c'est important de le préciser et de ne pas l'oublier. On va pas foncer comme des bourrins comme ça, tout de suite rentrer dans le vif du sujet comme des fous. Il y a quand même, il faut que cette confiance s'installe, et puis qu'on s'adopte. Moi, j'aime bien utiliser le mot s'adopter aussi. Je trouve que c'est important. D'accord. Vraiment, voilà, qu'il y ait ce lien qui se crée, un vrai lien qui se crée. Et donc, j'ai eu la chance qu'un vrai lien se crée avec ces enfants, qu'ils m'accordent leur confiance. Et on a vraiment travaillé sur la libération du corps. Et prouver que ce corps pouvait être un moyen d'expression. Et donc, les enfants, on a beaucoup travaillé évidemment en improvisation, hein, et sur se raconter des histoires, réussir à raconter des histoires, créer des histoires et se rendre compte que ce corps peut s'exprimer et qu'eux-mêmes ont cette facilité à aller chercher des idées, voilà. Ils ont pris vraiment une vraie confiance en eux.
Ben, je peux faire. Mhm. Je suis capable, je suis capable. Alors, ils n'avaient pas trop de doute sur le fait d'être capable d'avoir des idées, donc ce qui était Mhm. déjà bien. On partait quand même avec un certain Bien sûr. potentiel, donc ce qui est pas évident en soi. Donc ils partaient avec déjà ce potentiel-là de savoir qu'il y avait quelque chose en eux qui existait et que voilà, il y avait quand même qu'il y avait des choses à dire et donc on a vraiment travaillé là-dessus sur se faire confiance quand j'ai quelque chose à dire, sur je peux l'exprimer, je peux mettre mon corps en action, voilà. Et ça a vraiment été libéré plein de chaînes. Euh, Déjà dans la relation à l'autre. Donc là, c'est plutôt le côté travailler sur l'expression, s'autoriser à s'exprimer et être confiant sur ce terrain-là. Et ces enfants, ils avaient quand même aussi besoin d'un autre travail qui, je sais, est fait en orthophonie aussi, mais du coup, on avait profité pour basculer cette partie-là vraiment sur mon dispositif. C'est des enfants qui ont besoin de se poser. Genre, Mhm. hop. Donc, on avait un grand moment de relaxation au début. Parce que c'est des enfants, enfin en tout cas ceux que j'ai rencontrés, mais je pense que c'est assez général. C'est des enfants qui du coup quand on a une difficulté comme ça, quand on est enfant, sans différent des autres, on est donc des enfants qui sont comme ça. Parce que Mhm. c'est très dérangeant d'avoir une différence quand on est enfant, c'est dérangeant. Donc, des enfants qui sont comme ça, parce qu'il faut que ça sorte, surtout quand on sort de l'école, on nous a obligés à tenir et tout. Voilà. Et du coup, vraiment, on a vraiment travaillé aussi sur redescendre et réussir à se poser. Parce qu'effectivement, là où le bégaiement peut être plus, on va dire, plus inconfortable, c'est quand on est dans des moments de stress. Donc vraiment essayer aussi de leur donner pas des techniques, hein, mais juste sentir, essayer juste de sentir que c'est possible qu'il y ait des moments où ça monte, sentir quand ça monte, parce que c'est pas évident, sentir quand ça monte et se dire je suis capable de laisser redescendre ça et là je vais pouvoir parler en toute tranquillité et sereinement et tout ce que j'ai à dire, parce que les enfants ça a toujours beaucoup de choses à dire, c'est ça qui est chouette, et tout ce que j'ai à dire je vais pouvoir l'exprimer calmement et voilà. Ouais. Et donc c'était vraiment un travail vraiment chouette. Ouais, super. Moi, je trouve que c'est super intéressant et j'aime beaucoup quand tu précises que, bon, elle était en parallèle. Alors, moi, j'aurais dit que tu as fait un travail vraiment en collaboration aussi avec l'orthophoniste parce que vous avez communiqué aussi et puis créé et réfléchi un peu au dispositif ensemble et que c'est vraiment une collaboration, quelque chose qui s'est construit comme ça. C'est très riche. Et je voulais revenir peut-être sur, bon, on peut revenir sur plein d'éléments que tu as partagés, mais je voulais revenir au tout début. Tu as utilisé la phrase de comment justement le travail de cet aspect psychologique pouvait être justement travaillé ou accompagné autrement. Et ça fait sens parce que justement, avec cette difficulté de la parole, où souvent la dimension psychologique est prise par des thérapies qui passent par le verbal, elles ne marchent pas. Elles ne sont pas forcément les plus pertinentes à un moment pour différents consultants, patients, participants. Et comment justement les arts-thérapies, et donc dans ton cas la danse-thérapie, vient faire appel justement au corps pour pouvoir dire aussi par le corps, pour pouvoir justement faire ce travail, comme tu disais, de la dimension psychologique. Bon, en danse-thérapie, en danse-mouvement-thérapie, la parole, elle n'est pas interdite, mais c'est pas le médium de communication principal. C'est pour ça que c'est les arts-thérapies. Donc, je trouve vraiment, ah bah oui, bah, bien évidemment, c'est voilà, mais c'est à penser aussi sur cet aspect. Plus tard, tu nous dis, bah voilà, qu'il faut prendre le temps et qu'il faut
pas rentrer foncer comme ça, comme des bourrins pour aller dans le vif du sujet. Et je donne à nouveau cette dimension. Dans les arts-thérapies, il y a un élément qui est très ancré dans les arts-thérapies, c'est les stratégies du détour. C'est comment on passe par d'autres biais pour pouvoir aller dans ceux qui posent problème. Et donc, ce lien, je vais faire un petit lien avec Irga Bartenieff, qui est une des pionnières de la danse mouvement thérapie, on part toujours de ce qui est possible pour le patient ou le consultant pour pouvoir atteindre peu à peu ce qui est difficile. Donc, toujours faire appel à ces ressources, cette partie qu'on dit saine, pour pouvoir aller peu à peu naviguer dans ces éléments qui sont un peu plus difficiles. Donc, je l'ai dit comme ça, avec ces autres mots, mais c'était pour faire ce lien avec cette théorie-là, mais c'est exactement ça, c'est une stratégie du détour complètement installée là. C'est super riche. Je vois le temps aussi défiler et je voulais quand même, je ne sais pas si tu veux rajouter un élément par rapport à cette expérience là, cette construction. Après, c'est vrai que quand même, tu te donnais les moyens pour faire un dispositif aussi d'accompagnement pour le suivi de ton mémoire, aussi avec un autre collègue qui est plus dans la méthodologie, la recherche, qui t'a accompagné, qui était aussi ton directeur de mémoire. Je sais pas, on peut le nommer ou pas? Oui, alors du coup, tu me mets un stress total. J'ai plus son nom de famille qui me revient, ça va être embêtant. Michel. C'est Renaud Michel. Renaud, voilà. Renaud Michel, merci. J'avais que Renaud qui me revenait. Je disais, je ne peux pas l'appeler Renaud quand même. Ouais, c'est Renaud parce qu'on est C'est pas Renaud. potes. Oui, Renaud, voilà, Renaud Michel qui était aussi un des intervenants et Merci pour le nom de famille. qui est un psychologue utilisant la médiation de danse, musique, pardon. Donc ça danse avec le son. Comme ça, je rattrape. Et que justement, quelqu'un qui connaît beaucoup la dimension de recherche, méthodologie aussi. L'analyse, parce que moi, c'est vraiment des éléments que je n'avais pas. Effectivement, parce que c'était effectivement bien beau de se rendre compte que ça fonctionnait ou pas, mais tout l'intérêt de ce type de recherche, c'est aussi de pouvoir mettre en place des outils de mesure, presque, j'oserais dire, des outils d'évaluation sur est-ce que c'est vraiment efficient ou pas. Parce que c'est pas juste moi en discuter avec l'orthophoniste et me dire ah oui, on a l'impression qu'ils vont mieux. Enfin bon, voilà, l'intérêt du mémoire n'était pas là. Donc c'est vrai que heureusement que j'ai eu cette chance-là parce qu'effectivement j'avais pas du tout ces outils. Et effectivement on a mis avec Renaud Michel en place tout un outil, tout un outillage d'évaluation qui venait vraiment à chaque phase du dispositif. Hein, vraiment, on avait à chaque moment de la séance en face, on avait vraiment des choses à étudier et à moi à étudier et à essayer d'analyser. Et donc ça, c'est vrai que c'était vraiment très, très riche de pouvoir aussi le voir par ce biais-là. D'avoir presque, j'oserais presque dire, d'avoir presque un œil extérieur sur ce que je venais faire. Tu sais, quand tu analyses, alors tu t'analyses toi-même, mais c'est presque un œil extérieur avec une autre entrée sur ce que tu fais. Et du coup, c'était passionnant aussi de le voir comme ça. Et effectivement, de pouvoir quand même j'aime pas trop dire amener des données chiffrées, mais quand même, tu vois, amener quand même quelque chose d'un petit peu tangible. Oui, ce qu'on appelle un petit peu les éléments quantifiables, quantifiables de la pratique, sans rentrer complètement dans le tout chiffré, parce que c'est la rencontre aussi qui était là. Alors, nous, on a bien sûr cette rencontre qui est préenregistrée, mais les personnes qui vont nous écouter, qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Choisissez vos questions. Je pense que vous allez y avoir plein. Et comme ça, je te transmets, Céline. Mais l'idée, c'est pas non plus de remplir de tas de questions, mais pouvoir moi, j'aime répondre. Voilà, pour que tu puisses nous répondre, justement. Et puis, je les mettrai dans les commentaires, justement, à la suite. Que les personnes puissent savoir un peu plus, ou si voilà, s'ils ont fait des liens avec des éléments que tu es en train de partager.
Voilà, je pense que c'est très riche. Voilà, on va faire ce deuxième moment pour aller sur plutôt là, ton travail, ton évolution à aujourd'hui. Alors, avant de commencer à faire la vidéo, on parlait un petit peu aussi de l'effet, excusez-nous, mais on est toujours sur mode Covid, euh, et l'effet sur les corps, sur donc voilà, je ne sais pas si tu veux qu'on réaborde un petit peu ce sujet ou tu veux qu'on aille sur d'autres directions. Non, mais Aujourd'hui, on en a effectivement un petit peu parlé ensemble. On en a parlé ensemble parce que je t'ai dit, moi, un peu ma difficulté, j'ose utiliser ce mot, ma difficulté à faire mon métier au jour d'aujourd'hui. Et j'en suis bien triste et bien désolée parce qu'il y a plein d'endroits où je ne peux plus aller. Il y a des portes d'institutions qui se sont fermées. Donc du coup, voilà, j'ai laissé derrière moi, au-delà des corps, j'ai laissé des personnes derrière moi, et c'est jamais très agréable que ça se fasse dans ce sens-là, j'avoue. Parce que on n'a pas vécu des vraies fins. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas vécu des vrais au revoir, on n'a pas vécu des vraies fins. Et du coup, voilà, je pense que toute la frustration que j'ai pu ressentir moi, je pense que pas mal de patients que je pouvais voir en institution a dû ressentir cette même frustration, même si je sais que ça a été très bien accompagné par les équipes. C'est sûr, mais voilà, donc c'est un petit peu une tristesse, voilà, de cette situation et d'avoir comme ça laissé un peu des choses pas en arrière, je sais pas, en suspens, je sais pas comment dire, voilà, un truc qui s'est pas vraiment fini, qui va peut-être reprendre, on sait pas, voilà. C'est un petit peu particulier. Mais bon, heureusement, on a quand même réussi quand même à faire des choses, à voir des gens, je vous rassure. Heureusement. Après, effectivement, moi, je fais aussi des accompagnements individuels. Donc, heureusement qu'on a quand même pu continuer à suivre nos patients. Parce que là, sinon, ça aurait quand même été vraiment catastrophique. Parce qu'autant en institution, il y a quand même un autre suivi. C'est quand même des gens qui sont encadrés quand on n'est plus là. Bon, quelque part, il y a quand même toute une équipe autour. Quand on fait des suivis individuels, heureusement qu'on n'a pas lâché nos patients dans la nature et qu'on a pu continuer à rester en contact. Alors, avec certaines difficultés, hein, parce que moi, je sais que j'ai certains patients qui ont eu du mal à accepter. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas précisée dans ma pratique. Moi, je danse beaucoup avec quels que soient les publics, je danse beaucoup, je mets beaucoup mon corps en mouvement avec mes patients. Et donc, on est quand même amené à être proche. Voilà. Donc, ça a posé problème à certaines personnes de plus trop accepter ce rapport au corps trop proche, et du coup ça a dû pour moi modifier un petit peu ma façon de travailler, me réinventer un petit peu pour réinventer des dispositifs où on serait peut-être un peu plus en distance, ce qui est pour moi compliqué parce que du coup c'était pas comment je dirais, au-delà de ma façon de travailler, c'était pas du tout dans mon feeling, donc ça a remis pas mal de choses en question, mais on s'adapte, hein. Il n'y a pas de souci, voilà. Et c'est vrai qu'on a échangé tout à l'heure plus particulièrement sur un atelier que je donne pour des adultes. Et l'année dernière, donc on s'est pareil retrouvé genre on ne peut plus se voir, on bloque tout, on n'a plus de salle pour travailler. Comme tout le monde, on a accepté, on a accepté la situation. Et puis au bout de 2-3 mois, j'ai une des participantes,
à cet atelier, alors là qui n'est pas un atelier à visée thérapeutique, hein, c'est vraiment la petite, alors elles ont un peu l'habitude de l'appeler leur petite bulle de la semaine, voilà, où on vient mettre nos corps en mouvement ensemble. Donc moi j'appelle pas ces ateliers des ateliers de danse-thérapie, j'appelle ça plutôt des ateliers de mouvement créatif, où vraiment le mouvement va venir servir un mode d'expression. Et donc, au bout de 2-3 mois, j'ai une des participantes qui a un petit peu tiré la sonnette d'alarme. Ces ateliers n'étaient pourtant pas thérapeutiques, mais elle a tiré la sonnette d'alarme en disant en fait, ça va pas, parce qu'en fait, on ne fait plus rien, on ne se voit pas, je ne vois pas les gens, on ne voit plus les gens. Et il y a une espèce de mal-être par rapport à ça. Moi, j'avais l'habitude d'être en contact avec vous et c'était un espace privilégié. Et voilà, ce lien n'existe plus. Donc on a un peu pris sur nous, j'avoue, de reconstituer un groupe, alors du coup un petit groupe, parce que là on peut ce qui était possible justement. Possible, voilà. Donc on est resté dans des formats, auxquels on avait accès, on va dire. Et on a pu remettre ces ateliers-là en place. Et quand je l'ai proposé, là c'est un groupe, c'est un petit groupe, hein, il y a 4 adultes. Et quand je l'ai proposé, tout le monde a sauté de joie. Oh oui, oui, on veut absolument venir remettre nos corps en mouvement tous ensemble. Et du coup, ça a été vraiment... parce que ce qui était particulier pour moi, c'est que c'était vraiment pas moi qui a été moteur de cette reprise. Parce que je m'étais dit, bon, bah, je ne vais pas imposer aux gens, voilà, je laisse les gens dans cet arrêt qu'on nous impose, etc. Mais les gens ont vraiment eu, voilà, les gens sont venus vers moi, il y a eu un appel. Donc, bon, bah, quand il y a un appel comme ça, j'ai un petit peu du mal à ne pas y répondre quand même. On est là pour ça. Oui. Quand les gens viennent toquer en disant bah en fait non, c'est pas possible que ça continue comme ça et ça va pas bien, c'est un petit peu notre boulot quand on vient nous toquer à la fenêtre, il faut répondre. Et du coup on a eu vraiment beaucoup de plaisir à remettre ce groupe de mouvements créatifs en place. Et ça a permis, alors effectivement, comme tu dis, que ce soit en danse-thérapie ou en mouvement créatif, on ne fait pas que de danser dans le silence, on échange aussi beaucoup verbalement. Et du coup, ça a été quand même l'occasion aussi de beaux échanges et de venir déposer tout ce que les gens ont eu à traverser là, dans ces mois un peu lourds. Donc, c'était vraiment important que ce moment puisse réexister et je suis contente qu'on ait pu Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis, cette sollicitation, comment ils viennent toquer et puis on répond. Et en même temps, tu dis, tu as dû créer. Alors là, tu disais pour ce groupe d'une certaine manière, mais je fais le lien avec l'autre groupe. Comment tu as dû aussi adapter et ajuster. Donc bien sûr, tu réponds, mais tu réponds pas n'importe comment. Tu prends en compte différents éléments, aussi la réalité, cette réalité imposée là. Voilà, et que tu adaptes, tu ajustes. Et je me permets de dire ça aussi parce que la réponse, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans le métier, qui nous écoutent, disent ah oui, ils répondent. Non, c'est pas une réponse systématique comme ça. Ça, c'est une réponse aussi qu'on construit avec les personnes qu'on accueille et surtout les personnes. Là, dans ton cas, ça avait été mis en pause, puis la reprise, et donc tu connais aussi le groupe et comment tu navigues un peu avec ce groupe pour créer justement cette réponse à ce moment-là. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, que sachez que voilà, il y a tout un processus, un cheminement pour donner aussi ces réponses, puisqu'on ne répond pas en miroir non plus à quelque chose, et encore moins dans certains types de pathologies de personnes qu'on accueille. Par exemple, dans la psychose, on ne va pas répondre. Comme ça on rentre en miroir parfois, et donc non, il y a des réponses construites aussi différemment et parfois différées aussi pour gérer le temps. Je voulais je voulais rebondir quelque chose que tu as dit sur l'importance de la proximité dans ton travail et puis en danse-thérapie, en danse-mouvement-thérapie, venant
justement de la danse, on travaille beaucoup le contact, en fait. Et comment là, il y avait quelque chose qui venait être presque interdit, on va dire interdit entre guillemets, parce qu'il fallait vraiment prendre vraiment soin de ça. Mais comment avec certaines personnes, avec certains patients ou consultants, même avec ces situations, c'est impossible de ne pas passer par le contact, tellement le besoin d'étayage corporel est fort. Et donc, toutes les précautions, les choses qui se faisaient d'une manière très naturelle dans un autre contexte, ont dû être réfléchies aussi par moments dans ces dispositifs. Et d'autres, voilà, comment pas mettre la personne en risque, mais qu'il fallait quand même passer par le contact. Il y a de certaines pathologies que l'étayage physique, corporel, Covid ou pas Covid, reste fondamental pour pouvoir les aider dans ces cheminements. Donc, je dis ça et j'espère que vous n'allez pas mal interpréter ce que je suis en train de dire, mais comment, de toute façon, le corps est nécessaire et le contact physique est important. Et dans le développement des enfants, des enfants qui ne sont pas touchés, même les tout petits, les bébés, il y a des grandes difficultés après dans le développement qu'il faut venir accompagner autrement. Donc, dès que vous le pourrez, et d'ailleurs, Céline, dès qu'on le pourra, on se verra en vrai pour sortir justement de ces petites boîtes, même s'ils nous ont aidés, elles nous ont soutenus sur beaucoup de choses. Bah, Dialogue, elle naît aussi de ça, en fait, elle naît de ça. Mais comment c'est du bien de pouvoir sentir aussi les corps en vrai, à côté, il y a la température qui se dégage, il y a les odeurs qui se dégagent, il y a d'autres lectures du corps qu'on utilise, de signes, d'éléments qui sont là, qu'on perd aussi à travers l'écran, même si ça rapproche quand tu es à l'île de Ré. Voilà, on peut avoir cet échange, mais oui, 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 j'entends très bien ce que tu dis là. Et je pense qu'on l'a beaucoup, beaucoup vécu, donc pas uniquement les personnes qui sommes dans les relations d'aide, mais les artistes, les personnes, voilà, des danseurs, ne pas pouvoir aller danser, retrouver les espaces des studios, ne pas pouvoir se mettre en mouvement dans un espace plus grand, mais un peu dans leur petit espace. Bon, ceux qui pouvaient aller dans des plus grands espaces, ça a été, mais c'est pas pareil. Donc, voilà, comment ça nous a traversé et ça laisse des traces aussi psychiques. Voilà, c'est... Non, c'est vrai que j'avoue que pour répondre à ça, parce que effectivement, parce que moi je continue non pas de donner, parce que je ne donne pas de cours de danse. J'aime bien aussi faire attention à cette distinction quand on donne des ateliers de danse-thérapie. Enfin, en général, sur la danse-thérapie, les gens ne se trompent pas trop. C'est plus quand je parle de mouvement créatif. Les gens ont déjà un petit peu plus l'impression que je vais donner un cours de danse. Donc, je ne donne pas de cours de danse du tout. En revanche, j'en prends. Hein, parce que moi j'ai travaillé corporellement, donc ça fait partie, en tout cas pour moi c'est une chose importante de continuer à travailler moi-même sur mon corps et sur mon expressivité. Et donc là, c'est pareil, j'étais comme les autres, j'avais plus mon cours de danse non plus. C'était genre, ouais, j'ai plus ça non plus. Et effectivement, j'ai la chance d'habiter à l'île de Ré et d'avoir la campagne juste à côté, d'être en pleine nature. Et c'est vrai que pendant plusieurs mois de ces mois de confinement, je me suis fait le plaisir tous les jours en me promenant de me poser dans des lieux, voilà, des lieux que j'avais l'habitude de traverser, parce que c'est vraiment les endroits où je me promène d'habitude, et attirée par quelque chose, une branche d'arbre un petit peu tordue, une fleur par terre, un champignon, peu importe, arrêtée par quelque chose, je me suis fait ce plaisir-là de m'arrêter à cet endroit-là et hop, de laisser venir, de laisser venir le mouvement et de prendre ce plaisir de me mettre en mouvement dans la nature pour moi-même moi-même pouvoir quand même avoir ce travail corporel, d'expression, etc. Donc je me suis offert ça là pendant les mois de confinement à la place de mes cours de danse. C'était pas mal, c'était sympa. Je vous le conseille parce que ça, vous pouvez tous le faire. Si ceux qui nous écoutez, vous pouvez le faire, ça fait du bien de s'accorder ça. Juste des petits moments, c'est tout simple. Moi, ça pouvait être
Bon, ça pouvait être un peu long, parce que voilà, ça pouvait être très court, sur des moments très très courts. J'avais d'ailleurs posté des petites vidéos. J'avais intitulé Ce que je vois et ce que j'entends ce que j'ai vu et entendu en dansant ce matin. Donc j'avais juste des petites vidéos de ce que je voyais, de ce que j'entendais, parce qu'on a la chance dans la nature ici d'avoir Mhm. plein de bruits différents. Mais voilà, c'est une chose toute simple. Parfois, on me demande des petits outils tout bêtes. Alors, sur un versant totalement bien-être, hein, on est bien d'accord que là, Mhm. Non, pas tu de fais bien le... précision très importante. Voilà. Euh, juste pour soi, s'accorder des petits moments comme ça où on s'arrête et peu importe, ça peut même être au milieu de son salon. Enfin, mais bon, c'est sûr que si c'est dans la nature, c'est plus sympa. Au milieu de son salon, ça marche aussi, hein. Voilà, prendre juste un petit temps pour mettre son corps en mouvement et libérer. Voilà, ça peut assez vite libérer des choses. Et quand on prend cette habitude, c'est assez chouette. Oui. Bon, c'est vrai que le salon, parfois, est moins sympa quand même que la nature. Mais bon, chacun en fonction de ce qui est possible. Mais là, l'invitation est très chouette. Je l'entends aussi du côté de prendre un temps pour, on appelle ça beaucoup en danse aussi, ou en danse-thérapie, en danse-mouvement-thérapie, la présence à soi-même aussi. Quelque chose où on est pleinement aussi dans ce qu'on est. Oui, Ouais. vraiment prendre pleinement conscience de ce que tu ressens à ce moment-là. Ouais. C'est un travail important, hein, pour nous en tant que danse thérapeute, c'est aussi important je trouve moi, d'avoir encore ces moments-là et de continuer à se rendre compte de ce qui se passe, là-dedans. Bien sûr, Pas bien sûr. oublier. Là, c'est justement ce lien avec nous, ce qu'on dit l'ici et maintenant, de prendre cet ici et maintenant, et ce que tu évoques de prendre en compte ce qu'on sent, nous, dedans, c'est justement la base de tout notre travail aussi par rapport au travail d'empathie corporelle, empathie kinesthésique et du miroitement, ou le mirroring qui a été beaucoup développé en danse-mouvement thérapie, justement, qui traverse aussi d'autres espaces. Je voulais revenir un tout petit peu, mais ça va aussi aller vers la fin, ce qui permet de faire bien le lien. C'est justement, tu parlais de la fin, les fins un peu en suspens. Comment ça n'a pas pu prendre le temps de pouvoir finir, se dire au revoir. Voilà. Et tu m'as fait penser justement à Vincenzo Bellia. Lui, il parle dans ses phases de mouvement à l'intérieur d'une séance. Il a des phases. Alors, c'est le modèle triphasique, des trois phases. Et c'est la courbe, je l'avais déjà énoncé dans un autre dialogue. Au lieu que notre courbe soit dans ce sens par rapport à l'atelier, lui, il dessine son modèle dans l'autre sens, qui est très inspiré de la plongée, justement. Quand on va dans une séance, comment on plonge aussi à l'intérieur, aller plus à l'écoute de ce qui se passe. On va vraiment plus en profondeur. Et l'importance de revenir, ça c'est pour une séance, peu à peu remonter et conclure et finir pour pouvoir retrouver après l'extérieur. Mais cette même phase, ce même dessin comme ça, on pourrait l'utiliser pour la prise en charge, la prise en soin ou l'accompagnement, ou comment peu à peu la personne est de plus en plus attentive, plus fine. Et qu'est-ce qui se passe quand on remonte et comment on prend soin de pouvoir conclure et se quitter. Et que là, cette phase, justement, pour se dire au revoir, n'a pas pu être suffisamment soignée, vu toutes ces fermetures, toutes ces coupures. Et ça reste un peu, je sais pas, avec un goût un peu de non fini, de Ouais, non... ouais. Non, mais ouais, j'aime beaucoup cette image, effectivement, voilà, cette image de la temporalité qui effectivement fonctionne aussi bien sur une séance que sur la globalité d'une prise en charge. Et c'est vrai qu'on n'insiste jamais assez sur ce moment où il faut préparer. Autant tout à l'heure, j'ai parlé du moment où effectivement on s'accorde au démarrage, donc on prépare justement ensemble cette fameuse descente. Mais toute l'importance, effectivement, de préparer aussi le moment où on va se Oui. dire au revoir, parce que c'est chouette aussi de se dire au revoir. Oui. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que la prise en charge est finie. Enfin voilà, ça a plein de significations, et c'est effectivement bien de préciser que c'est important de le préparer aussi et de le travailler, et que quand cette fin n'existe pas,
parce qu'il y a une rupture qui n'est pas prévue. Voilà, c'est très particulier et je trouve, ben, voilà, je pense que ça a laissé des traces malheureusement. Oui. Lui, il met ce modèle justement, je disais par rapport à la plongée, parce qu'une fois qu'on remonte en plongée, on remonte par palier, on remonte pas d'un coup. Il faut vraiment prendre le temps, justement. Ouais, lui, il nous le parlait par rapport aussi aux bouteilles, en fait, on plongeait en bouteille. Donc, moi, je trouve ça super parlant et c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée depuis des années comme image. Je la trouve vraiment très chouette. C'est pas que l'autre soit incompatible, hein, bien sûr, il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose sur ce travail en profondeur qu'on cherche aussi. Et ces paliers pour remonter qui me semblent très importantes pour pouvoir finir. Et donc, c'est ça le lien, parce que je vois le temps défiler et on va devoir conclure aussi cette rencontre, Céline. Et donc, je ne sais pas, par quoi tu veux finir? Qu'est-ce que tu veux partager? Je ne sais pas. Alors, on ne donne pas forcément des conseils, mais bien sûr, de par notre expérience, aux personnes qui s'intéressent, donc en tout cas, justement, la danse-thérapie, tu as parlé de ta formation, toutes ces réflexions. Je ne sais pas, si tu veux dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent, c'est aussi le moment pour partager peut-être sur ton activité, si tu as des stages qui viennent, comment ils peuvent te contacter, ta page internet, ton site web. Voilà. Moi, c'est l'espace pour chacun d'entre vous. Écoute, donc, du coup, je n'avais pas préparé cette remontée, donc je ne sais pas trop comment j'allais finir. Tu vois, c'est pas bien, j'ai pas préparé la sortie, ça va pas. Donc non, j'avais pas d'idée préconçue sur ce que j'allais vous dire, voilà, en cette fin de dialogue. Mais je compte sur toi pour mettre l'adresse de mon site internet en commentaire. Je t'enverrai tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a une notion que moi j'utilise beaucoup et que j'ai adorée. Du coup, je vais la lancer là, comme ça, elle va pouvoir rebondir sur un autre moment. C'est bien aussi quand on lance et puis qu'on laisse les gens attraper en vol. Il y a une notion qu'on n'a pas abordée et que moi j'adore dans notre métier, c'est l'implication du jeu et l'importance du jeu dans l'accompagnement art thérapeutique. Parce que je le précise souvent, et enfin, je le dis pas de but d'entrée de jeu, je dis pas on va jouer, mais ça me sert souvent ça me sert dans des moments de difficulté, quand je vois que la personne est un peu en difficulté rencontre des moments où elle va être plus tendue, ou simplement va pas, dans des groupes par exemple, va pas pouvoir répondre à la consigne qui est énoncée. J'aime bien mettre cette notion-là en avant, remettre cette notion-là en avant, qui est de remettre un petit peu de légèreté sur ce qu'on fait et réintroduire la notion de jeu qui est très très importante, et pas oublier ça. Donc je lance, voilà, vous le chopez en cours de route et puis vous pouvez réfléchir à ça. Mais ça y est, il y a plein de liens qui se mettent en place. Voilà, ok. Voilà. Je m'arrête là. Je vous lance ça, débrouillez-vous avec ça. Il y a de quoi faire, il y a de quoi réfléchir. Le jeu. Oui. Super. Céline, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je trouve que c'est très riche et je trouve que c'est toujours voilà, une possibilité d'apporter de nouveaux éléments. Ces dialogues aussi et des réflexions pour nous-mêmes. Puis les invités aussi vous permettez de faire des liens avec des éléments autres. Après, bien sûr, comme on est dans ce travail autour de la danse, moi je suis dans ce mouvement thérapeute, je relie par rapport à ma pratique. Donc il y a certaines références qui viennent un peu de manière récurrente, mais c'est cool. Bon, super. Donc, je mets ton site internet sur la description justement de la vidéo. Nous deux, on reste connectés, mais on va finir l'enregistrement en disant au revoir à toutes ces personnes qui nous suivent. Merci beaucoup d'être là. Et n'hésitez pas à poser des questions, j'ai dit que j'étais prête à répondre. Tout à fait. Donc, on aura plein de questions. Donc, merci beaucoup à tous et toutes. Merci beaucoup à toi, Céline. Et puis, je t'enverrai les commentaires, les questions, dès qu'il y en aura. Bon, à bientôt à tous. Moi, je reste avec Céline un instant hors vidéo. Allez, à bientôt à tous.